C'est Ok. super. Donc, Tu peux te présenter juste, oui, Rémi? voilà. Bonjour à tous. Donc, je suis Rémi Flicoteau, je suis médecin DIM à Saint-Louis-la-Réboisière à Paris. Et donc, on a préparé un petit diaporama. Vraiment, je vais essayer de faire vite pour introduire la discussion sur l'ONDAM. Et l'objectif, c'est un peu de redonner les grands ordres de grandeur, de réexpliquer vraiment rapidement comment c'est fait et quels sont les motifs de cette ONDAM, exactement. Donc, hop, voilà. Pour commencer, on ne peut pas parler de l'ONDAM sans rappeler cet adage qu'on entend depuis qu'on a commencé nos études de médecine, qu'on dépense trop d'argent à l'hôpital. Et effectivement, ce n'est pas complètement faux quand on regarde l'évolution de la part des dépenses de santé, enfin de l'augmentation de la part des dépenses de santé dans le PIB, elle est importante puisqu'on partait de 2 à 3% dans les années 50 et qu'on est aujourd'hui aux alentours de 9%. Alors, on n'est pas les seuls dans ce cas-là, hein, c'est partout dans le monde pareil, et les États-Unis font même beaucoup moins bien que nous. Mais moi, on peut rappeler aussi que cet argent n'est pas dépensé pour rien, hein, on soigne des gens. Alors, j'ai mis une petite courbe qui peut faire chaud au cœur, qui est l'évolution du gain d'espérance de vie, et on voit qu'il est vraiment parallèle à l'évolution des dépenses de santé, donc je ne sais pas s'il y a une relation directe de cause à effet, mais en tout cas, c'est peut-être un peu pour se réchauffer le cœur et dire qu'on ne fait pas tout ça pour rien. Ça, je pense que tout le monde en est conscient, mais on nous demande souvent, donc malgré ça, de faire des économies. Et entre autres, l'État, à travers différentes lois, a essayé de contraindre justement l'évolution de ses dépenses de santé, sans beaucoup de succès, jusqu'au plan Juppé en 95, où là, effectivement, il s'est vraiment passé quelque chose, comme on le voit sur la courbe. Et donc, les ordonnances Juppé ont vraiment permis de limiter l'augmentation un peu irraisonnée des dépenses de santé. Et ça a été fait, entre autres, à travers ce fameux ONDAM, qui est donc l'objectif national des dépenses d'assurance maladie, qui est donc un objectif, hein, ce n'est pas un budget, c'est-à-dire que ça peut être dépassé ou au contraire ne pas être atteint. C'est donc un objectif voté au Parlement en avance de phase, donc au mois d'octobre pour l'année suivante. Alors, pour vous donner quelques éléments chiffrés, donc aujourd'hui c'est aux alentours de 200 milliards d'euros. Hein, donc l'hôpital représente 41% de ces 200 milliards d'euros et environ 8 milliards d'euros. Donc quand on remet en rapport les 13 milliards d'euros, là on voit à peu près voilà, que 13 milliards, ça fait à peu près 4% de ça. Quand on regarde l'évolution depuis sa création, on s'aperçoit qu'il y a différentes phases. En tout cas, il y a eu une phase d'augmentation assez importante entre 2000 et 2010 avec une augmentation d'environ 4,5% par an. Et puis, ça s'est beaucoup tassé ces 10 dernières années puisqu'on n'est plus qu'aux alentours de 2,5% d'évolution tous les ans depuis 2010. L'autre chose qu'on voit, c'est que il y avait pas mal de dépassements au départ, voilà. Et ça s'est complètement arrêté. Et aujourd'hui, on est vraiment, on tient l'ONDAM quasiment tous les ans au prix de mesures budgétaires importantes. On en reparlera probablement à la fin. Donc, comment ça fonctionne? Eh bien, en fait, on essaie de faire des prévisions. On calcule à partir de l'année précédente et d'une hausse tendancielle des dépenses, on calcule une prévision d'évolution naturelle des dépenses de santé. Et puis, on essaye à travers des mesures de faire des économies. Et donc, on obtient à la fin un chiffre qui est donc cette évolution tendancielle moins les économies. Alors, cette diapo compliquée, elle est là surtout pour vous montrer que la partie tendancielle et la partie calcul de l'évolution, on la maîtrise assez bien. Il y a des économistes, des gens spécialisés en santé publique qui savent faire ça très bien. Et donc, voilà, c'est des calculs compliqués, mais on y arrive. Je voulais mettre ça aussi pour vous montrer que là, c'est l'évolution des dépenses de santé par organe sur les 10 dernières années. Le point important, c'est que ça a été décomposé en les nombres de patients, l'évolution du nombre de patients et l'évolution de la dépense moyenne. Donc, le nombre de patients ici, c'est en jaune. Et donc, c'est pour vous dire aussi que si les dépenses de santé augmentent, c'est parce que aussi il y a des nouveaux patients, il y a des évolutions positives en termes de nombre de patients, et que ça, c'est aussi dû au fait que la population française augmente. Et donc, il y a une relation aussi démographique entre une relation avec la démographie de l'évolution des dépenses de santé. Voilà. Donc, en finale, pour vous dire que cette partie-là, on la maîtrise bien. Par contre, là où on n'est pas tous d'accord, c'est sur la deuxième partie, les mesures qui permettent de faire des économies. Et alors, je vous ai mis cette petite copie d'écran du site de la CGT que j'ai trouvé assez illustratif. Ce n'est pas forcément de la pub, hein, mais donc déjà pour dire que le gouvernement n'est pas le seul à pouvoir calculer un objectif. La CGT s'est essayée à cet exercice. Donc là, en rouge, c'est leur objectif, en bleu, c'est ce qu'a fait l'État. Donc ils disent que, bah voilà, eux, leur objectif, il est supérieur.
ministère. Et ils disent que la différence, que vous ne voyez pas parce que c'est en trop petit, entre leur objectif et l'objectif de l'État, c'est que l'État essaye de faire des économies à coût de centaines de milliards d'euros par-ci et par-là, qu'il justifie par des politiques d'économie, mais qui en fait sont jamais appliquées parce que ces politiques, elles servent à rien et elles ne permettent pas de faire des économies. Et que donc, on a vraiment un trou entre ce qui est voté et ce dont on a besoin. Ce qui est assez intéressant, c'est que le ministère, il n'est pas loin de dire exactement la même chose que la CGT. Donc, il met à disposition les calculs qu'il fait sur le tendanciel. Et on voit que le tendanciel, il est effectivement autour de 4,5%. On constate que l'Ondam voté, lui, il est beaucoup moins important que ce tendanciel. Et donc, du coup, on peut calculer un quantum d'économie, donc en milliards d'euros, tous les ans, de ce qu'on est censé faire comme économie pour pouvoir rester dans la barre des 2,5%. Et effectivement, je pense que c'est là où tout le monde n'est pas d'accord sur qui fait ces économies, comment, pourquoi. Voilà. Et alors l'hôpital, dans tout ça, il est souvent justement celui qui fait des économies. Et donc la conséquence de cette nécessité pour rester dans l'Ondam, de faire des économies, c'est que nos dotations elles diminuent. Alors ça se traduit par des baisses de tarifs pour les activités en T2A, et puis par des baisses de dotations pour les autres, le SSR et la psy. Donc il y a quelques autres exemples d'impact direct sur, par exemple, le déremboursement de certains médicaments. Donc, du coup, c'est vraiment de l'argent directement en moins dans les caisses des hôpitaux parce que sur les listes. Voilà. Et puis, certaines années, il y a des enveloppes qui n'ont pas été versées, des enveloppes de mission d'intérêt général, qui n'ont pas été versées au motif que l'Ondam risquait d'être dépassé. Donc la conséquence de tout ça, on en a un petit peu parlé, c'est une augmentation importante de la dette, aujourd'hui de l'ordre de 30 milliards d'euros, ce qui représente 15% de l'Ondam. Donc voilà, cette dette, elle a été principalement constituée par le fait qu'on n'avait pas suffisamment, que le budget des hôpitaux n'était pas suffisamment important. Voilà. Du coup, l'AG a voté en octobre cette notion qui a été rappelée tout à l'heure, et ça explique un petit peu pourquoi le chiffre de 4% a été choisi, je pense, qui correspond donc à une évolution, je dirais, naturelle de l'Ondam. Et voilà. Et du coup, je vais laisser la parole à Anne pour dire un petit peu de... L'idée, c'est de peut-être changer cet après-midi les motions, les réactualiser. On sait que dans la mesure 13, qui était la suite du Ségur, il est proposé de rénover l'Ondam pour l'adapter à une politique de santé de long terme, lancer une mission de refonte de l'Ondam pour créer les conditions d'un débat démocratique. Il se trouve que ça fait partie des choses, vas-y passe, qu'on propose. Et voilà, on a des propositions de modification qu'on posera cet après-midi. Alors, on s'est un peu battu, en fait, Rémi et moi, qui avait une vision assez, on va dire, précise de tout ce qu'on pouvait faire. Peut-être qu'il faudra simplifier, on verra, on en discutera. Mais globalement, il nous semble que la fixation du budget hospitalier, ça doit d'abord reposer sur l'évaluation des besoins à financer. Et cette évaluation doit être faite par un organisme indépendant du gouvernement qui inclut la Sécu, les usagers, les citoyens, les professionnels de santé. C'est mettre la démocratie et l'évaluation du besoin avant de décider quelles économies on fait, quel budget on fait. Cela dit, l'équilibre financier, ça repose sur un financement donc adapté aux besoins et des mesures d'économie, certes. Et il y en a des possibles, on peut en lister, je ne sais pas s'il faut lister tout ça, mais on peut se montrer force de proposition. Et en tout cas, je ne crois pas qu'il soit logique de proposer un chiffre de pourcentage d'Ondam. L'année 2020 nous montre que l'Ondam ne peut être qu'un plancher, ça ne peut pas être un plafond, puisque un besoin sanitaire peut tout d'un coup faire jour. Et tout d'un coup, on a peut-être besoin d'avoir 7 milliards de plus. Donc, on peut aussi proposer que l'Ondam soit un plancher de dépenses. Voilà. Ok, je pense que c'est ouvert à discussion. Alors, Anne, tu disais dans les commentaires que l'Ondam hospitalier, il comprend le privé et le public, c'est ça? Vous pouvez... Alors, en fait, l'Ondam hospitalier, vous le voyez, regroupe les établissements privés et publics. Il n'y a pas de différence. Sur les 84 milliards, en gros, il y en a 3/4, 2 tiers à 3/4, non 3/4 plutôt, pour le public et 1/4 pour le privé.
Pour l'instant, c'est ça le ratio. En fait, c'est une seule enveloppe et clairement, dans tout le Ségur, l'idée est qu'on ait un seul ensemble. On est les hôpitaux privés publics, on enlève et on parle des établissements de santé de façon indifférenciée. Ça pose problème parce qu'on ne reconnaît pas particulièrement des spécificités. Par exemple, tout à l'heure, Cécile, tu as parlé de la dotation populationnelle. Il se trouve qu'il n'a pas été mis que la dotation populationnelle qui prendrait en compte donc un certain nombre de personnes dans un territoire où il faut apporter des réponses aux besoins de prévention et de soins curatifs, finalement, un établissement privé lucratif pourrait répondre et serait apte à demander une dotation populationnelle, ce qui pour moi est absolument antinomique. Je ne vois pas comment on peut faire du profit sur de la dotation populationnelle en général, et puis peut-être même de la réponse aux besoins de santé, mais je pense qu'il faudra peut-être que le CIH, ça fait partie des propositions de cet après-midi, s'exprime sur on est les hôpitaux publics, en fait, on est le CIHP, peut-être. Et alors, moi, j'ai une question juste technique encore. Quand on dit que le privé est dans l'ONDAM, le privé, une clinique privée, elle touche un forfait T2A pour un acte, plus la rémunération du docteur, c'est ça, si j'ai bien compris. Ça, c'est compté dans. Tout ça est dans l'ONDAM hospitalier? Alors, l'ONDAM hospitalier ne concerne que les établissements de santé. Il y a un ONDAM de ville qu'on retire. Mais dans l'ONDAM hospitalier, on a un forfait pour le public, quand on le finance en T2A, qui est supérieur au forfait privé, ce que voulait plus Sarko. Il voulait faire converger nos forfaits. Et c'est légitimé par le fait que le privé lucratif a non seulement le paiement du forfait privé, qui est donc inférieur au forfait public pour une maladie, mais aussi on rembourse les honoraires. Donc en fait, le système de financement d'une clinique privée n'est pas exactement le même puisque n'intègre pas le salaire des honoraires médicaux. Mais je vous parle du privé lucratif. Dans l'ONDAM hospitalier, il y a les honoraires médicaux? Et d'ailleurs, le privé lucratif a droit à des dispositions d'abattement de cotisation ou de réduction d'impôts, le CICE, etc. Et il se trouve que le public n'y a pas droit. Donc, on est dans la même enveloppe, mais on n'a pas totalement les mêmes mécanismes de financement, même si on est à la T2A, un peu les deux, mais pas que. Mais pas que, il y a aussi des forfaits qui sont donnés de dotation au privé lucratif et au public, les MIGAC, etc. Ça, t'en parlerais mieux que moi, Rémi, je pense. Pour répondre à la question d'Olivier, je ne sais pas. Je ne sais pas si tu as la réponse, Anne, si les actes qui sont facturés en plus sont comptés dans les ONDAM de ville ou comptés dans l'ONDAM hospitalier. Je n'ai pas la réponse. J'ai pas compris. Est-ce que quand tu... Oui, Rémi, on t'entendait pas bien. Ah pardon. Non, je disais juste que j'avais pas la réponse à la question d'Olivier, de savoir si jamais comme les médecins dans le privé facturent à l'acte, si cette facture elle est comptée dans la partie ONDAM hospitalier ou ONDAM de ville, je ne suis pas sûr. Il y a une question qui revient plusieurs fois. Comment se décide la répartition financement médecine de ville et financement des hôpitaux? Malheureusement, elle se décide un peu en fonction de l'évolution de chacun, quoi. Et entre autres, ce qu'on a vu ces dernières années, c'est que les hôpitaux avaient fait des efforts. Les mesures qui avaient été prises pour la médecine de ville ont moins eu d'effet. Mais ça, et donc du coup, c'est les hôpitaux qui ont un petit peu pallié le fait que la médecine de ville n'a pas réussi à contraindre son évolution. Mais ça, c'est dû principalement au fait que pour les hôpitaux, ils ont la main sur ce que reçoivent les hôpitaux, puisqu'il y a cette fameuse action qu'ils peuvent avoir sur les tarifs ou sur les dotations, ce qui n'est pas le cas pour la médecine de ville, puisque la médecine de ville, ils ont beaucoup moins la main sur le fait de contraindre l'évolution des dépenses en médecine de ville. Et du coup, et c'est aussi pour ça que je trouve que c'est assez illustratif du fait qu'ils prennent des mesures, que ces mesures ne fonctionnent pas,
Donc, on a pris des mesures pour limiter l'augmentation des dépenses de soins de ville qui n'ont pas fonctionné. Donc, du coup, il y a eu une augmentation plus importante que ce qui était prévu des soins de ville. Et ça s'est traduit, encore une fois, et du coup, voilà, on voit bien que ça ne marche pas très bien, les mesures qu'ils prennent, quoi. Voilà. Et du coup, les hôpitaux, eux, on prend les mêmes mesures, mais sauf qu'en plus, comme on a la main sur les tarifs, on peut contraindre d'une façon directe leurs recettes, quoi. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair ce que j'ai dit, mais... En fait, si on peut dire que le budget de l'hôpital public, c'est principalement du salaire. Donc, en contraignant l'hôpital à dépenser moins, c'est surtout du salaire qu'on contraint et on lui fixe un objectif budgétaire qui fait qu'il est obligé de limiter les salaires ou sa masse salariale. C'est une question, hein. Et le public, en fait, un cardiologue de ville, il va faire ses actes et personne ne va venir les réguler. Et donc, c'est à la fin de l'année qu'on regarde comment évaluer les dépenses. Et en fait, la dépense de ville, elle est régulée a posteriori, alors que la dépense de l'hôpital, elle est régulée a priori. Est-ce qu'on peut dire ça? C'est un petit peu ça, hein. Effectivement, c'est un petit peu ça, c'est un petit peu comme ça que ça marche, quoi. Et on ne peut faire que constater les évolutions de dépenses de ville, et on a beaucoup moins de leviers directs pour les contraindre, alors qu'à l'hôpital, on constate les évolutions, mais on a une contrainte, même en cours d'année, c'est-à-dire qu'on peut le faire a priori sur les tarifs, ça c'est ce qui est effectivement fait, mais même en cours d'année, on peut décider, par exemple, ce que j'ai expliqué sur les MIG, ça s'est fait en cours d'année. On a décidé une année de ne pas verser une enveloppe de je ne sais plus combien de millions d'euros, de centaines de millions d'euros, parce qu'on avait l'impression, on était en train de trop dépenser. Donc en plus, il y a deux choses. Il y a l'a priori, comme tu le disais, et même en plus, en cours d'année, on est capable d'avoir des actions pour, dès qu'on sait qu'on dépense un petit peu trop, pour limiter ces dépenses. Juste pour compléter, le Ségur a prévu donc des augmentations de salaires privés et publics pour les paramédicaux, 283 € dans le public, 260 dans le privé. Et en fait, c'est vraisemblablement, si j'ai bien compris, par augmentation aussi des tarifs du privé. D'accord? Donc, on est effectivement compté quand même un peu de la même façon, alors que les contraintes ne sont pas les mêmes. Donc, il y a 1,6 milliard d'euros des 8 milliards qui seront donnés, des 8 milliards d'augmentation qui seront donnés directement comme salaire, y compris dans des cliniques qui versent des dividendes, je sais, c'est gauchiste comme mot, à des actionnaires. Voilà, on leur permet de maintenir du profit, même s'il n'est pas forcément directement réinvesti. Et à nouveau, j'appelle votre attention sur le rapport IGAS-IGF paru avant-hier. Il est paru avant-hier alors qu'il est écrit d'avril, ce qui pour moi est un signe quand même qu'il a été âprement discuté. Et dans ce rapport, il est mis que la dette, donc les 13 milliards, seront reprises sur 5 ans, simplement basculées. C'est une ligne budgétaire qu'on bascule sur une dette dans une boîte autre, qui n'est pas le budget des hôpitaux, mais la caisse d'amortissement de la dette sociale, peu importe. Et il se trouve que les hôpitaux qui vont conclure un contrat, qui sera un nouveau Copermo, mais on va l'appeler comité directeur, je ne sais pas quoi, pilotage national de l'ARS, ces hôpitaux n'ont pas le droit d'embaucher avec l'argent dégagé de cette dette. C'est marqué comme ça dans le rapport. Voilà. Petite précision. Ok, on a deux questions. Si on fixe moi, juste, si je peux faire une remarque. Alors, je ne sais pas si ça répond à certaines des questions, mais sur la question de comment on décide des économies, comment elles sont réparties, en fait, tout ça est décidé aussi, hein. Donc, je sais pas, là, j'ai retrouvé une vieille diapo d'un truc que j'avais fait, mais je peux vous la partager. En fait, en même temps que l'ONDAM est discuté, décidé, etc., les économies sont également mises en face, en fait. Alors, c'est un peu au doigt mouillé. Je vais vous montrer la diapo si je la retrouve. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez là. Donc, ça, c'était ce que j'avais sorti du rapport pour le PLFSS de 2019, donc c'était en 2018. Et donc, vous voyez, vous avez 4 milliards d'économies qui sont prévues. Et puis après, un peu au pifomètre, on dit, on va faire 250 millions sur structuration du parcours de soins. On va faire, je sais pas, 480 millions sur baisse des prix des médicaments,
75 millions sur le transport, etc. Tout ça est un peu, voilà, on ne sait absolument pas quels critères sont choisis. Et c'est probablement assez pifométrique, mais vous voyez qu'à la fin, voilà, il y a quand même des choses qui peuvent aller assez précisément dans le détail. Donc, les transports, les indemnités journalières, par exemple. Alors, il y en a une que j'aime bien, c'est rééquilibrage de la contribution de l'ONDAM à l'objectif global des dépenses. Ça, c'est pour les établissements de santé. Enfin, vous voyez, ça peut quand même aller dans des trucs assez précis, dont on ne sait pas toujours très, très bien comment c'est décidé et calculé, quoi. C'est très important ce que tu dis, Nathalie, c'est exactement ça, hein. Et d'ailleurs, sous le gouvernement Hollande, Marisol Touraine, elle avait produit un objectif de réduction qui était de l'ordre de 13 milliards d'euros sur 4 à 5 ans, je crois. Donc il y avait un rapport complet qui explique comment faire ces réductions de 13 milliards d'euros. Et je vous le donne en mille, il y avait dedans, par exemple, une diminution du nombre des passages aux urgences. Voilà. Donc c'est typique le type de mesures qui sont complètement incantatoires et 10 ans après, ben, on se retrouve avec non pas une diminution du nombre des passages aux urgences, à l'inverse une augmentation de l'ordre de 20%. Et par contre, les 13 milliards d'euros, ils ont bien été faits comme économie, quoi. Elles ont bien été votées, quoi. Donc c'est vraiment très pénalisant, quoi. Alors, on a des questions. Si on fixe l'ONDAM à 4%, on suit l'augmentation des coûts, mais on ne rattrape rien. Enfin, c'est pas une question. Ben oui, ça, c'est juste. Effectivement, aujourd'hui, l'évolution naturelle, elle est plutôt aux alentours de 4,5%, ce qui a d'ailleurs été l'objectif en termes d'ONDAM pendant une dizaine d'années, quoi, hein. Donc la dette qui s'est constituée par la diminution de cet objectif aux alentours de 2%, effectivement, si aujourd'hui on se contente que de faire plus 4%, il restera toujours cette dette et il y aura un rattrapage, enfin, la dette, et deux, la déstructuration qui a eu lieu de part et d'autre, le manque d'investissement, enfin bon, toutes les conséquences qu'il y a pu avoir. Parce que la dette, je ne sais pas si c'est la face émergée de l'iceberg, mais ce n'est pas la seule conséquence sur la sous-rémunération des hôpitaux, quoi. Vous savez si en psychiatrie, la répartition de l'ONDAM hospitalier public-privé est aussi de 3 quarts, 1 quart, point d'interrogation. Moi, non, je ne sais pas. En fait, en psychiatrie, financement et tout ça, on est moins bon, hein, parce que... Ouais, là, je connais moins le sujet. Ouais. Donc, mais ça vaudrait le coup de... Parce que surtout, je crois qu'il y a l'arrivée de la tarification à l'activité, c'est ça, en psychiatrie qui commence. Donc, c'est peut-être intéressant de s'intéresser et de voir ce que ça va changer. Tout à fait. À noter, dans le privé, remplacement au bout de 3 jours des absences, financé par la Sécu, à l'inverse des hôpitaux publics, pour qui le remplacement s'ajoute dans la balance des dépenses. Alors Ouais. ça, je ne sais pas. C'est vrai que dans l'ONDAM, il n'y a pas les arrêts maladie normalement. Donc les arrêts maladie, c'est un financement qui n'est pas pris en compte au périmètre de l'ONDAM. Alors, par contre, je ne sais pas dans quelle mesure, pour le public, ça rentre dedans. Ça, je ne sais pas. Il y a Christophe Marie, pardon, ouais. Arnaud Jacquard, juste pour l'histoire des remplacements, là, une infirmière m'a dit qu'une de ses collègues qui bosse dans une clinique disait qu'elle n'était jamais rappelée sur leur congé parce que dès qu'il y a quelqu'un qui manque, ils embauchent une intérimaire. Donc ça a l'air d'être quelque chose qui est facile pour les cliniques. D'accord. Christophe Marguet à Rouen qui voulait prendre la parole. Oui, je voulais rebondir sur ce que disait Anne parce que donc notre nouveau directeur de l'ARS est un directeur qui sort du cabinet de Buzyn et effectivement ça m'avait un peu choqué parce qu'il a effectivement présenté le fait qu'il y aurait de l'argent pour investir au niveau de l'hôpital dans un cadre d'un contrat au choix. Et donc, c'était soit un engagement d'investissement, si bien compris, sur le plan du fonctionnement, soit un investissement matériel. Et la troisième, c'était effectivement un retour sur un budget, on va dire, alors pas contraint, mais c'est pas le terme qui a existé, mais c'était effectivement soit en échange la possibilité de revenir à un budget un peu plus sain. Alors lui, il a dit que c'était un des trois au choix. Alors après, je ne sais pas comment se fait le choix, mais voilà, je trouve qu'Anne explique bien ce qu'on a entendu et c'est franchement très inquiétant parce que le Copermo disparaît, mais derrière, ça rentre par la petite porte, quoi. Il y avait une autre question. Merde, j'ai paumé. Mince. Quel est le budget de santé moyen par habitant et quel lien avec l'ONDAM?
C'est dommage, Alors, j'avais si on- préparé le chiffre. Mais je sais Si on parle budget tout compris, on est dans les 4300 $, 4900 $, dit André qui me souffle, mais ça comprend tout, ça comprend aussi les dépenses, ça c'est par habitant, et ça comprend les dépenses de vos médicaments de ville, de vos consultations. En termes de pourcentage de dépenses données à l'hôpital public, ça c'est différent, on est dans le net moyenne. D'ailleurs, les dépenses de santé, on est par habitant dans le net moyenne des pays développés, on est à la 12e place. On est à la 12e place de dépenses par habitant par rapport au classement OCDE. Pour les pourcentages de PIB donnés à l'hôpital public, ça veut un peu rien dire parce que ça dépend de la place de votre hôpital dans votre système de soins. Si c'est lui qui s'occupe aussi du centre de santé du coin et qu'il est intégré à l'hôpital, forcément, c'est pas pareil. Au Japon, la place de l'hôpital est supérieure à la place de la France, par exemple. Mais si on regarde en Europe, il y avait un tableau qui avait été fait par France Stratégie qui défend du Premier ministre en janvier 2019 que vous voyez sur le site. Et le tableau de France Stratégie montre qu'en fait, la France dépense à peu près 0,5% du PIB en moins que les pays européens comparables, on va dire scandinaves, anglo-saxons, Allemagne, etc. On est à 0,5% en dessous pour l'hôpital public, la dépense publique. Maintenant, je vous dis, je ne suis pas sûre qu'on peut dire on veut tous exactement pareil parce que ça dépend de ce qu'assure comme mission l'hôpital. Voilà. Alors moi j'ai une question. Quand on dit qu'on dépense trop pour la santé, que c'est pas possible, tout ça, est-ce que le fait de dire que on voit cette diapo là avec les États-Unis qui dépensent 17% de la richesse produite pour un système de santé qui est super cher et inégalitaire, et nous on nous explique qu'on est dans la fourchette haute de l'OCDE ou de l'Europe et que c'est pas soutenable. Est-ce qu'il y a une raison économique de dire qu'au-dessus d'un certain pourcentage consacré à la santé, c'est pas soutenable, ou est-ce qu'on peut juste dire, ce que moi j'ai tendance à dire, que c'est un choix démocratique de savoir comment on dépense la richesse produite et les impôts et les cotisations sociales? Moi, je sais pas s'il y a besoin à répondre. Moi, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'effectivement, c'est un choix de société, quoi. Je dirais peut-être la petite particularité chez nous, c'est que comme c'est financé par l'assurance maladie obligatoire, ça se traduit directement par une contrainte sur les salaires, quoi, en fait. Et du coup, bon, c'est peut-être là où c'est peut-être moins facile que dans d'autres pays, je sais pas, où chacun a la main. Donc il pourrait y avoir une certaine forme de liberté, quoi. Je dirais de choisir son assureur. Voilà. En France, il n'y a pas ça. Donc voilà, c'est juste que le truc s'applique à tout le monde, quoi. Voilà. Il y a quand même des particularités, je pense, du système français. On a une place des mutuelles, des assurances complémentaires particulières. C'est-à-dire, on est certes un pays qui a une sécurité sociale, mais en même temps, on a des assurances finalement obligatoires qu'on a renforcées dans l'obligation puisque les entreprises doivent prendre une assurance complémentaire pour. Donc, il y a une part privée qui est importante. Et deuxièmement, on a une part en fait des cliniques privées qui est assez importante par rapport au système général. On se compare pas mal je dirais à l'Allemagne, et c'était une des raisons pour lesquelles je souhaitais qu'on cause avec des Allemands, qui ont à la fois les mêmes problèmes de T2A, de pousser vers la privatisation. Ils ont privatisé même des CHU, Leipzig, Marbourg, Gießen. Mais en même temps, ils ont aussi un double système, assurance privée, assurance publique, clinique privée, clinique publique. D'une façon générale, le système pousse à faire basculer en fait la santé dans le marché et donc intéresser les cliniques privées lucratives, et c'est ce qu'on voit aussi en Allemagne, et développer et faire disparaître ceux qui ont beaucoup de mal, c'est les cliniques à but non lucratif. Donc, en fait, dans un système de privatisation, je sors du sujet, mais la fédération de l'hospitalisation privée non lucrative
a des soucis à se faire, contrairement à ce qu'il croit. Anne, tu as raison. Je trouve que ça n'a pas fait beaucoup de bruit, hein, mais il y a plusieurs hôpitaux qui étaient dirigés par des assurances aux Pays-Bas qui ont fait faillite. Hein. Ils ont refusé de les rouvrir. Donc ça, c'est des choses qu'on discutera cet après-midi, mais je pense que l'idée de quand même de se mettre en contact avec des gens qui peuvent nous ressembler et qui ont une expérience dans d'autres pays européens de marchandisation et d'attaque de l'hôpital public, je pense que ça peut être très important pour nous et d'aller chercher des exemples dans des pays dits raisonnables. Ça peut être très, très porteur médiatiquement si on arrive à avoir des témoignages et une expertise sur ce sujet. Si